messieurs, j'ai l'honneur donc de présenter devant cette auguste assemblée quelques éléments de la politique pharmaceutique en Côte d'Ivoire et dans notre sous-région de l'UEMOA. Alors donc, je voudrais vraiment dire merci à la Fondation Pierre Fabre qui m'offre l'agréable occasion d'exprimer devant les personnalités dont notre maître, le professeur Gentilini, je ne le vois plus, et le professeur Crépy, quelques éléments des perspectives du développement du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est le thème qui m'a été donné de traiter. Je parlerai un peu des réalités, des perspectives, et je montrerai un peu quelles sont la pertinence des actions à prendre pour relever l'accès aux mécanismes de médicaments de qualité dans mon pays. Diapo, s'il vous plaît. Alors, je voudrais juste situer la Côte d'Ivoire, dire que c'est un petit pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, la population de 25 millions d'habitants, 43% de population est jeune, et quelque chose qui est très important, puisqu'on parle souvent d'indicateurs de santé, notamment à Abuja, nos ministres ont décidé que 15% des budgets nationaux soient affectés à la santé. Mais quand on fait l'état des lieux, la plupart des pays se trouvent entre 5 et 6% malheureusement du budget national. Diapo. Alors l'Afrique, que j'ai voulu vous présenter, on continue s'il vous plaît. Diapo. Alors ce qui est important à signaler, c'est que la politique pharmaceutique en Côte d'Ivoire n'est pas isolée. Elle se situe dans un gros ensemble constitué par l'UEMOA, l'Organisation ouest-africaine, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et cette UEMOA regroupe 8 pays avec une population d'environ 90 millions d'habitants, largement inférieure au Nigeria, et une superficie de 3 500 000 km². Alors c'est un marché commun, j'ai mis le rapport de 0, mais ce que je voudrais dire, c'est que la production pharmaceutique dans cette région représente environ 2%. Diapo. Alors, une étude que nous avons réalisée en 2011-2012 nous a permis d'analyser l'effet d'état des lieux dans cette sous-région. On a regardé certains paramètres tels que l'homologation du médicament. Ça, c'est les textes qui existent. Mais ce qui est important, c'est de voir l'existence de lignes directrices et de procédures écrites. Parce qu'une chose est d'avoir les textes, une autre est d'avoir la capacité de les appliquer. Et vous voyez que déjà, entre l'homologation et les procédures écrites, il y a déjà une faiblesse. L'inspection est faible dans la plupart des pays, l'information pharmaceutique est pratiquement inexistante et la publicité faite sur le médicament n'est pas encadrée juridiquement. Diapo. Alors donc, dans cette étude que nous avons faite, nous avons tiré 3 grandes conclusions. La première conclusion, c'était d'organiser la coopération technique et d'améliorer les échanges entre les autorités nationales de réglementation pharmaceutique. La deuxième conclusion, c'est de renforcer les capacités dans le domaine de la réglementation pharmaceutique et notamment l'inspection et l'homologation des médicaments. Parce que une chose est très importante, c'est qu'on y reviendra. Dans la plupart de nos pays en Afrique, la politique des médicaments s'est résumée au niveau des hommes politiques à travers la disponibilité du médicament, quelle qu'en soit l'origine. La réglementation pharmaceutique a pris énormément de retard sur ce système. Et on va en parler, elle a été développée qu'à la faveur de la dévaluation. Lorsqu'on s'est aperçu qu'avec la dévaluation et l'introduction des génériques, il fallait créer un cadre de réflexion. Diapo. Alors donc, j'ai indiqué que l'UEMOA a joué un rôle important dans la mise en place d'un système de régulation dans la sous-région ouest-africaine. Et cela s'est traduit par des différents niveaux de textes, notamment des règlements et des directives. Dans notre sous-région, le règlement s'impose à nos États, alors que les directives sont une ligne directrice
pour laquelle on souhaite que les États essayent d'évoluer. Alors donc, si vous regardez bien, nous avons un règlement qui impose aux États d'harmoniser la réglementation pharmaceutique. Et ensuite, on aura, on avance s'il vous plaît. Voilà. Et on verra que dans la sous-région ouest-africaine également, il y a certains documents qui ont été mis à la disposition des pays pour pouvoir assurer le suivi de la mise en place de la politique pharmaceutique. Ces outils sont de 3 ordres. Le guide des bonnes pratiques de fabrication pour surveiller les unités de fabrication locales, les guides de bonnes pratiques de distribution et d'importation des médicaments et un aide-mémoire pour l'inspection des sites de fabrication et de distribution des médicaments. Alors, la diapo suivante vous présente... Ah, il y a un qui a disparu. Il y a 3 documents. Allez-y, allez-y. Il y a 3 documents. Voilà, le 3e arrive. Voilà. Donc, il y a 3 documents. Ce sont des documents qui ont été édités et qui ont été largement diffusés dans les 8 pays de l'UMOA. Diapo. Alors, je fais un petit retour sur ce qu'on a considéré comme étant important à montrer. C'est la santé en Afrique subsaharienne. Cette santé se caractérise par les nombreuses inadéquations, malgré certains volets qui ont été développés, les PEV, et j'ai mis ici la gratuité partielle des soins. En effet, on a observé que vouloir faire la gratuité des soins était un vœu pieux. On ne pouvait pas y arriver. Et donc, des choix stratégiques ont été faits pour aller vers la gratuité partielle des soins, notamment sur certaines pathologies importantes comme le paludisme, le VIH-Sida, les accouchements, les césariennes et certaines pathologies classiques. Alors, les enjeux stratégiques, donc, se traduisent par une dynamique des initiatives. Bien sûr, j'ai cité l'OMD parce que c'est un outil qui nous a permis d'élaborer des feuilles de route pour avoir une vision cohérente de la politique de santé dans notre pays. Diapo. Alors, cette vision pour le développement du système de santé implique donc que, outre les modèles économiques de développement des compétences, des systèmes d'assurance maladie existent. Et ces systèmes d'assurance maladie doivent être basés sur des modèles africains, pas forcément des modèles européens. Nous là-bas, on a adopté ce qu'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle, qui avait comme base la cotisation que pouvaient faire les planteurs, les personnels qui font des petits métiers comme les cireurs, les gens qui vendent au marché, qui payent une certaine quotité pour pouvoir constituer leur prise en charge maladie dans les formations sanitaires. Les infrastructures sanitaires, l'industrie pharmaceutique, dont le développement doit constituer un volet important du développement du secteur pharmaceutique et les NTIC. Alors cette vision impose que l'État ne soit plus concepteur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre que l'État ne peut plus créer des industries locales, créer des centrales d'achat. Il faut miser sur... Mais par contre, l'État doit conserver son rôle régalien de régulateur, ce qui va lui permettre d'être plus performant. Que les compétences humaines soient optimisées. Je vois un peu tout à l'heure, on parlait des problèmes de contrôle de qualité. Je n'ai pas pu intervenir, mais comme j'ai un peu de temps, j'interviens. Pour dire que, oui, parce que moi, dans l'étude qu'on a fait pour les 8 pays de l'UMOA, on a passé 15 jours dans chaque pays. Et en Guinée-Bissau, ou au Bénin, mais je prends plus le cas de la Guinée-Bissau, ils avaient les Technilabs, 3 Technilabs, une HPLC, une GC, qui étaient dans le bureau du directeur du laboratoire, dans leur carton depuis plus de 5 ans, offert par l'UMOA. Donc, je veux dire que les laboratoires de contrôle ne sont pas pertinents parce que les donateurs aussi, peut-être on manquait un peu de pertinence dans la fourniture de ces équipements. Comment voulez-vous donner un équipement à quelqu'un sans l'installer, sans le qualifier, sans le valider et sans faire la formation des gens qui vont l'utiliser? Donc, bien sûr, après, on peut trouver que les laboratoires ne fonctionnent pas,
mais peut-être aussi que, comme on dit souvent, les donateurs devraient aussi regarder un peu leur nombril avant d'y aller. Alors, il faut aussi une réglementation du secteur pharmaceutique pour augmenter, j'allais dire, l'accessibilité aux médicaments de qualité. Il faut arriver à mettre en place des mécanismes de surveillance du marché, et des mécanismes réels de surveillance du marché, et ne pas penser que parce qu'un médicament transite par la France, c'est forcément un médicament de qualité. Je le dis parce que nous avons 4 grossistes répartiteurs, on va y revenir, mais eux tous font transiter leurs fournisseurs, qu'ils soient turcs, yougoslaves, indiens, afghans ou pakistanais, ils les font tous transiter par le port de Rouen. Diapo, on pourra y revenir. Alors je rappelle un peu quelque chose qui me paraît important pour voir un peu l'évolution du cadre réglementaire. Les premières pharmacies en Côte d'Ivoire datent de 1935. Je crois que le professeur Gentilini connaît les Mazué et Chouet. Voilà, je ne vais pas les présenter. Mais il est très important que je note que de 1960 à 1994, rien n'a été fait sur le plan réglementaire. Rien n'a été fait. Il a fallu la dévaluation en 1994, pour qu'on se dise, mais le médicament, c'est quoi? Et c'est à cette occasion que nous avons connu des gens comme Van der Berg, Toumi, Hélène de Guy et tout un tas d'autres pour réfléchir sur comment organiser la politique des médicaments dans les pays d'Afrique francophone. Il y avait 15 pays jusqu'à l'île Maurice et j'en étais le secrétaire général. Alors je reviendrai un peu sur tout ça. Alors donc, jusqu'en 1994, rien n'a été fait. Il a fallu 2010 pour que, avec l'UMOA, nous adaptons les textes au nouveau contexte pour tenir compte des paradigmes actuels. Diapo. Alors donc, pour réglementer le secteur pharmaceutique, il n'y a pas que le médicament. Il y a les structures de distribution. Et donc, en 1995, en Côte d'Ivoire, on vient d'actualiser tous nos textes de loi concernant l'exercice de la pharmacie, le code de déontologie pharmaceutique, l'ordre national des pharmaciens, et un volet très important, parce qu'on parle de médicaments, mais il ne faut pas l'oublier, c'est l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Parce que l'OMS dit que 80% de nos populations se réfèrent à la médecine traditionnelle avant d'aller ailleurs. Diapo. Alors, le secteur pharmaceutique, c'est ce que M. Koberg m'a demandé de parler, hein. Donc je fais pêle-mêle, hein. Nous avons en Côte d'Ivoire une seule centrale d'achat pour le secteur public. Au niveau des établissements pharmaceutiques privés, bon, je n'ai pas... Ces établissements pharmaceutiques privés absorbent à peu près 90% des besoins de la population en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous donner un peu aussi des éléments de qualité. En Côte d'Ivoire, il y a 4 grossistes répartiteurs, identifiés, connus depuis leur centrale d'achat jusqu'à leurs officines qui dispensent. Vous allez au Mali, il y a 56 grossistes répartiteurs. En Guinée, il a dit tout à l'heure, on ne connaît pas le nombre exact de grossistes répartiteurs. Au Niger, il y a 18. Quand vous allez au Sénégal, il y a 3. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent permettre de suivre un peu la traçabilité des médicaments. Ce sont des éléments, ce n'est pas une panacée, mais ce sont des éléments qui peuvent contribuer à surveiller la qualité du médicament. Diapo. Alors, bon, ça, je pense que j'en ai largement parlé. Mais ce que j'ai voulu dire ici, c'est que, et ça c'est très important, en 1994, lorsque nous avons demandé le recours aux médicaments génériques, afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments, et là nous avons dévancé la loi française, parce qu'on a introduit immédiatement la substitution et le déconditionnement. La France est venue longtemps après en termes de substitution et du médicament. Et dans le contrôle des médicaments dans la sous-région ouest africaine, nous avons une taxe communautaire unique de 2,5% qui est affectée donc, à la communauté pour la surveillance des origines des produits pharmaceutiques. Diapo. Mais je voudrais dire que la Guinée ne fait pas partie de l'UMOA, hein, c'est très important à signaler. Alors, le contrôle de qualité. Beaucoup de pays disposent de laboratoires de contrôle de qualité.
En Côte d'Ivoire, il s'agit du Laboratoire national de santé publique, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc qui génère par ses prestations ses ressources pour assurer au moins à 50% son autosuffisance financière. Et ce laboratoire a été accrédité ISO 17025 en 2013, avec chaque année une évaluation pour reconduire l'accréditation ou pas. Et ce laboratoire est en démarche qualité, en préqualification OMS, qui va être abouti cette année. Bon, donc, le Laboratoire national de santé publique assure par ailleurs la présidence de la commission d'homologation des médicaments. Mais je voudrais dire qu'une chose est de faire l'enregistrement du médicament à l'arrivée, mais une autre est la surveillance du marché. Et donc, pour ce faire, un décret, un arrêté interministériel a été pris pour faire ce qu'on appelle la surveillance post-commercialisation, pas sur tous les produits, mais sur certains items comme les médicaments les plus courants, notamment les antipaludiques et les antibiotiques pour le marché. Mais par contre, tout ce qui est médicaments qui rentrent dans le secteur public, la PSP fait l'objet d'un contrôle systématique avant que ces médicaments soient mis à la disposition de la population, parce que ce n'est pas des médicaments homologués, c'est des médicaments acquis par appel d'offres. Diapo. Bon, donc j'ai mis des éléments sur le marché du médicament en Côte d'Ivoire, qui est d'environ 400 millions de dollars US, on va dire 200 milliards de francs CFA. Et la situation actuelle montre que nous avons 4 fabricants, nous avons 3 unités semi-industrielles et des laboratoires de conditionnement secondaire. On va avancer pour arriver. Alors, pour compléter donc ces industries, la politique pharmaceutique nationale vise le développement d'industries industrielles pharmaceutiques locales, compétitives, répondant aux besoins des systèmes de santé, national et sous-régional. Alors, le développement de l'industrie pharmaceutique est une opportunité importante de croissance économique parce que, comme certains le savent, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique, depuis les difficultés qu'on a connues depuis 10 ans, dans une dynamique de progression. On avance. Je vais donner les différents éléments. Alors, dans cette politique, cette stratégie pour développer le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire, il y a le développement du partenariat public-privé. C'est très important pour certains médicaments, comme les produits de l'hépatite, les médicaments du cancer et autres, dont les prix sont inaccessibles. On souhaite que la pharmacie du secteur public fasse des appels d'offres pour pouvoir approvisionner le secteur privé qui ne voudra jamais mettre en stock des médicaments très coûteux. Ensuite, le renforcement des capacités opérationnelles, l'allègement des procédures d'octroi des licences, ça c'est déjà fait, et la simplification des procédures de création des industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un guichet unique. Vous êtes désireux de créer une unité, vous adressez au guichet unique qui vous fait toute la procédure de A à Z pour pouvoir avoir votre unité de fabrication. Diapo. Bon, tout ça, ce sont les éléments que j'ai rappelés. Donc, ce guichet unique s'appelle CPC. Au niveau de la CEDEAO, nous avons un plan de renforcement des industries pharmaceutiques au niveau sous-régional et il y a une volonté politique à intégrer dans chaque pays les IPL. Diapo. Bon, la Côte d'Ivoire, le professeur Crépy en parlait, la Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO et la Côte d'Ivoire participe à un volet santé qu'on appelle l'OAS. Et l'OAS était chargé d'encadrer l'aspect santé publique d'abord, avant d'aller s'intéresser au mécanisme du médicament. Voilà, donc ça, il était important de le dire, parce qu'on ne peut pas trop évoluer. Mais je voudrais dire que, non, revenez s'il vous plaît, je voudrais dire que tous ces mécanismes qui ont été mis en place, aujourd'hui, l'Union africaine essaie de se l'approprier pour imposer à tous les États d'Afrique, mais là aussi, ça va être un serpent de mer. Je ne sais pas si, comme a dit mon collègue, on pourra attraper la queue pour s'y agripper. Donc, on peut laisser ça comme ça. Diapo. Alors bon, donc j'ai parlé du CPC. Tout à l'heure, le professeur Niantina a parlé de l'AFD. Mais je voudrais dire que nous bénéficions de l'Agence française du développement, qui vient d'octroyer environ 5 milliards de francs pour CFA, pour renforcer le laboratoire de contrôle de qualité et construire un nouveau siège pour l'autorité de réglementation pharmaceutique qu'avec le professeur Toumi, on vient de transformer en agence
de régulation pharmaceutique. Et la ProParcours, qui est une filiale qui surveille la gestion financière, est également impliquée. Diapo, je pense que je ne suis pas loin. Bon, les principales difficultés, on va passer parce que les autres l'ont déjà dit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les contraintes en Afrique, et c'est pour ça qu'on parle on n'est pas capable de réagir aux médicaments falsifiés, aux faux médicaments et autres, c'est qu'on a beaucoup de difficultés. On ne fait pas de recherche et développement. On ne produit pas de matières premières. On ne produit pas d'articles de conditionnement. On ne fait pas de formulation. On ne fait pas de mise en forme galénique. On ne fait que le conditionnement de produits semi-finis. Évidemment, les gens peuvent vous vendre n'importe quoi si vous n'êtes pas vigilant. Si vous n'êtes pas vigilant. Alors, je voudrais dire que, parce que pour certains pays, les exigences en matière de création d'unités coûtent cher et grèvent les budgets. Diapo. Bon, je pense que ce sont des choses que j'ai déjà dites, notamment l'intégration de la médecine traditionnelle, qui pour nous constitue un élément important. Peut-être qu'un autre jour, étant donné que les éléments qu'on a de monsieur le docteur Pierre Fabre, c'était les plantes qui étaient une de ses préoccupations. Peut-être qu'un autre jour, on pourrait parler de politique de développement de la médecine traditionnelle. Ça peut être intéressant. Diapo. Voilà. Bon, on avance, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai voulu faire un clin d'œil sur les problèmes de médicaments de la rue, juste pour montrer que, diapo, tout ça, c'est lié à différents phénomènes. Les terrains propices au trafic des faux médicaments et les contrefaçons. On a des appareils législatifs inadaptés, des entraides judiciaires inexistantes. Moi, je connais un juge dans mon pays qui a condamné un voleur de chèvre à 20 ans de prison. Hein, voilà, ça vous dit quelque chose? Pourtant, lui-même, il achète son médicament peut-être chez la jeune fille qui se promène avec les médicaments sur la tête. Il y a aussi le problème, le recours aux médicaments sans que les gens regardent la qualité, c'est les pénuries fréquentes dans les centrales d'achat. Ça, c'est une réalité. Et la complexité des chaînes d'approvisionnement. Je vous ai dit qu'un Indien qui fabrique son médicament pour l'envoyer en Afrique est obligé de passer par Rouen. Bon, donc ça aussi, c'est très compliqué. Voilà. Et puis la corruption, naturellement. Et je pense qu'il ne doit plus y avoir grand-chose à dire. Voilà, bon, ça, c'est ce que j'ai rappelé. Et je vous remercie.